Alors là, j'ai l'impression d'être en Ligue des Champions, la musique. Je passe après Idriss Aberkane. C'est un peu le Real Madrid de la conférence. Et moi, on va dire, considérez-moi comme l'Olympique de Marseille. Alors, non mais, attendez. Ça veut dire que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, mais le cœur y est. Donc là, aujourd'hui, je vais être avec vous. Et donc, moi, je m'appelle Jimmy Mohamed. Je suis médecin et je suis aussi chroniqueur sur C8 et à la radio sur Europe 1. Et aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. D'abord, on va faire un petit test tout simple dans la salle. Est-ce que vous pouvez me dire qui ici, en levant les bras, a soit Instagram, soit Facebook, soit Twitter, soit Snapchat? Levez la main. Ok. Je pense que ceux qui n'ont pas levé la main sont des mythos, mais c'est pas grave. Alors, petit quiz tout simple. Quel est le point commun entre Zidane, Georges Clooney et Bernard Tapie? Georges Clooney n'est pas marseillais, donc... Ça paraît pas évident, mais aucun des trois n'a Twitter. Zidane, il a un pseudo-compte qui n'alimente plus. Ils ont peut-être d'autres réseaux, mais ils n'ont pas eu besoin de ça pour réussir et avoir une notoriété. Deuxième test. Quel est le point commun entre Bill Gates, Steve Jobs et Mark Zuckerberg? C'est pas l'argent. Je vous le dis tout de suite. C'est pas non plus leur nationalité, ce serait trop simple. On est conférence TEDx quand même, donc on va monter un peu le niveau. Alors, je l'ai entendu. En fait, ils ont développé... Non, ils ne sont pas supporters de l'Olympique de Marseille, j'ai entendu ça, mais non. Ils ont développé des outils, ou contribué à développer des outils, qu'ils ont restreints à leurs propres enfants. Bill Gates a dit qu'il ne donnerait pas de smartphone à ses enfants avant l'âge de 14 ans. Et même lorsqu'ils l'ont, il le restreint. Steve Jobs a dit « Je ne donnerai pas de tablette ni d'iPad, que j'ai moi-même construit à mes propres enfants. » Et un des dirigeants, un ancien dirigeant de Facebook, a dit qu'il n'utiliserait pas le réseau social pour ses enfants. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, dans les médias, il y a un climat un peu particulier, un peu tendu. On entend beaucoup de phrases à droite et à gauche qui sont un peu blessantes et qui, parfois, sont vraiment énervantes. Et ça, c'est lié au fait que désormais, sur les plateaux télé, on a ce qu'on appelle des éditorialistes. Alors éditorialiste, ça paraît extraordinaire, on se dit c'est un polémiste, ça donne une fonction incroyable. Mais un éditorialiste, c'est rien d'autre que quelqu'un qui est là, qui est parfois journaliste, et il est là pour donner son opinion. Ce n'est pas forcément un expert, et généralement ce n'est pas un expert, et le but du jeu, c'est qu'il donne son avis, et donc il n'est absolument pas ni neutre, ni objectif. Ce qui veut donc dire qu'il faut se méfier de leurs paroles. Évidemment, il y a des éditorialistes qui disent des choses intéressantes, mais je vous donne un exemple. Dernièrement, sur une chaîne d'information en continu, vous avez un éditorialiste qui habituellement parle du fromage. Il est critique gastronomique. Respect, moi je serais incapable de nommer tous les fromages sur ce plateau, mais c'est son job. Sauf que le mec qui parle du fromage en permanence, normalement, on lui a demandé son avis sur l'effondrement d'un pont à Toulouse. C'est pour vous dire à quel point on est désormais dans une société du spectacle, une société où les experts ne sont plus présents. Ce qui veut donc dire que éditorialiste n'est pas synonyme d'expert. Un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs comme étant un expert, ça veut dire qu'il ne se prononce pas lui-même expert, et c'est quelqu'un qui publie dans des journaux scientifiques, avec un comité de lecture, des thèses, des conclusions, qui n'ont pas été réfutées par ce comité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que désormais, dès lors qu'on entend des choses un peu choquantes, un peu blessantes, ça peut concerner des minorités, certaines communautés, on se sent indigné, on se sent attaqué. Moi le premier. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Quand c'est comme ça, on publie, en général sur Twitter, on se plaint, et on dit « Regardez ce qu'il a dit, c'est absolument insupportable. C'est horrible, regardez, c'est indigne, il faudrait qu'il soit censuré, ce n'est pas digne. » Et on a raison. Sauf qu'en faisant ça, on fait une grave erreur. L'erreur qu'on commet, c'est que, vous diffusez l'information. Souvent, ces éditorialistes disent leurs petites phrases sur des chaînes d'information qui ont très peu d'audience. Et donc, vous allez propager l'information malgré vous. Deuxième effet, en propageant l'information, ça entraîne ce qu'on appelle le buzz, on va parler de lui, et du coup, on va le réinviter sur d'autres chaînes pour reparler. Et donc, sans vous en rendre compte, vous donnez une nouvelle tribune à ces personnes. Donc vous indignez sur Twitter est contre-productif. Au contraire, vous mettez en lumière la personne qui a dit des choses blessantes et elle sera réinvitée, elle fera de l'audience et vous serez d'autant plus énervé. Mettez ça de côté. Qui a déjà ici dans cette salle, on va faire un deuxième test, changé d'opinion fermement, il était pour, il est devenu contre, après avoir lu un post, un tweet sur Twitter ou Facebook? Qui a réussi ou a changé l'opinion de quelqu'un après avoir publié quelque chose? Je crois que vous êtes le seul, monsieur. Vous ne changerez pas les gens sur les réseaux sociaux. Les gens sont sur les réseaux pour donner leur opinion, parfois déverser leur haine, et il ne faut pas leur porter de crédit.
On passe en moyenne 1h30 par jour en France sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire 1h30, c'est pas énorme parce que finalement, c'est quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Sauf qu'à la fin de l'année, à la fin du mois, ça fait plus de 20 jours que vous avez perdu sur votre téléphone. La dernière chose qu'on fait en se couchant, et moi le premier, c'est que je regarde mon téléphone. La première chose que je fais en me levant, c'est que je regarde mon téléphone. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est la charge mentale qu'on s'inflige en regardant des informations de façon perpétuelle. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qui se passe partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que finalement, ça parasite votre cerveau et ça contribue au fait d'être malheureux. Vous allez me dire, mais parfois les réseaux sociaux ont du bon. Parfois, on fait des choses extraordinaires, on fait avancer certaines causes. Et là, je vais vous raconter une histoire personnelle. J'ai mon dernier enfant, donc j'ai 3 enfants, il est né grand prématuré. Grand prématuré, donc il a été hospitalisé. Et il est né pendant la période de canicule. Et pendant cette période de canicule, à l'hôpital, la climatisation ne marchait pas. Donc j'avais un bébé prématuré, il faisait 40 degrés dehors, et dans les chambres, c'était insoutenable. D'autant plus que les bébés ne savent pas réguler leur température, donc il y a un danger. En plus de ça, les soignants vivent dans des conditions atroces, c'est absolument insupportable. Et du coup, on leur dit, mais réparez la clim, il y a forcément quelqu'un qui sait faire ça. On nous dit, non, écoutez, dans cet hôpital, c'est comme ça, en hiver, il fait froid, les parents mettent des manteaux, et en été, il fait chaud. Et c'est comme ça depuis des années, on ne peut rien y faire, il est impossible de régler cette clim. Je me dis, non, mais moi, je ne sais pas réparer des clims, je ne sers pas à grand-chose, mais j'ai un compte Twitter, donc je vais balancer un tweet. Et là, j'interpelle un mec, c'est un cadre de la PHP, des hôpitaux de Paris, et je lui dis tranquillement, pendant que tu es dans ton bureau climatisé, sache que la climatisation en soins intensifs de l'hôpital Trousseau, en néonatologie, ne marche pas. C'est dangereux pour les nouveau-nés et insupportable pour les soignants. Bon, j'ai lâché mon tweet, je me dis, bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait, je me suis plaint comme bon Parisien, on est tranquille. Résultat, dès le lendemain, un ventilateur apparaît dans la chambre de mon fils. Je me dis, ah, bon, ils ont investi. Et ce qui est sournois, c'est que ce ventilateur, ils l'ont pris du bureau des soignants pour le mettre dans la chambre de mon enfant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le tweet est remonté à un haut niveau, et ils ont eu pris peur, et ils ont dit, on va réparer la clim. Mais ce qui est cynique dans l'histoire, c'est qu'ils ont dit, on va réparer la clim que de la chambre de votre enfant. Rendez-vous compte de la violence. À côté de ça, on a d'autres bébés, mais pour l'instant, c'est votre chambre qui est prioritaire, il y a une urgence sur votre chambre. Évidemment, imaginez l'insulte pour les soignants qui, il faut dire ce qu'il y a, font le maximum dans les hôpitaux, sont souvent débordés, pas payés correctement. Et là, il y a un mec qui tweet, un guignol, personne ne me connaissait à l'hôpital, hein, je n'ai pas du tout une notoriété importante, qui fait un pauvre tweet, et ils vont réparer la clim. C'est incroyable. Évidemment qu'ils se sont plaints, et que la clim a été réparée dans l'intégralité du service, et puis finalement dans tout le bâtiment, car en réanimation, en étage au-dessus, c'était exactement la même chose, à la maternité, pareil. Donc je me dis, c'est bien, Twitter, c'est formidable. Sauf que du coup, j'ai commencé à regarder, et je me suis rendu compte que des parents qui font ce genre de tweets, il y en a partout, il y en a plein, mais leur réponse n'est pas entendue. Donc en fait, c'est juste l'image un peu folle de notre société qui réagit aux faits divers, à la médiatisation, et cet outil qui semble être un outil d'information, bah, finalement, ne sert pas à grand-chose. Là, on va passer à toute autre chose. C'est une scène de la vie quotidienne, je ne sais pas si vous avez remarqué. Désormais, quand on est au restaurant, on a tous un réflexe un peu bizarre. On dit plus bon appétit, ça c'était avant, c'est désuet. On prend en photo son plat. Bizarre quand même. Même quand on mange une salade ou un vieux hamburger, on prend en photo. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas. Et désormais, les gens, observez les gens au restaurant, peut-être vous-même vous avez ce genre d'attitude, on ne parle plus. On reste scotché sur nos téléphones. Et ces outils qui sont censés nous connecter les uns les autres, finalement, nous éloignent et on ne parle plus. On ne sait même plus quoi se dire. Parce que comme on s'ennuie, on tue l'ennui sur le téléphone au lieu d'essayer de tuer l'ennui en essayant de discuter. En tête de file, Instagram. Instagram, c'est le réseau social, à mon sens, qui multiplie le narcissisme. Parce que sur Instagram, vous publiez uniquement de belles photos. Moi, j'ai jamais vu personne publier des couverts sur Instagram, une lettre de huissier ou une facture à lancer, évidemment à relancer. Évidemment qu'on publie que des choses positives. Et en publiant ces choses positives, sans vous en rendre compte, chez les autres, même quand votre vie est misérable, même quand vous êtes triste, même quand c'est compliqué, eh ben, vous créez de l'envie chez les autres et une forme de jalousie. Et donc les gens vont se dire, ce mec, il a une chance incroyable, alors que 5 minutes avant, vous étiez malheureux, 10 minutes après, vous l'êtes, mais comme vous avez publié cette photo, ben, vous avez travesti la réalité. Et c'est d'autant plus pervers parce que, à force de publier des moments de bonheur, c'est humain, de se dire que tout va bien, les gens ne cherchent plus à savoir comment est-ce que vous allez réellement. Plus personne ne vous demandera, au fait, comment tu vas? Bah, évidemment que tu vas bien. Tu arrêtes de publier des photos de tes vacances, des photos de ton plat, des photos de la ville que tu as visitée. Donc en fait, vous êtes en train de vous éloigner en faisant ça. Alors certains me diront, bon, moi Instagram, je sais le gérer, je suis pas malheureux dans ma vie,
les réseaux sociaux, je gère. Mais est-ce que vous savez que les réseaux sociaux, à travers l'utilisation du téléphone, ont un impact sur votre santé? Un impact réel, et surtout que vous connaissez déjà, mais qu'on préfère ignorer. Le premier, c'est évidemment les troubles du sommeil. On sait tous que utiliser son téléphone avant de dormir, au travers des lumières bleues, perturbe votre horloge biologique, qui a l'impression d'être en plein jour alors qu'il est 23 heures, et donc vous dormez moins bien. Le fait de moins bien dormir, d'avoir des troubles du sommeil, évidemment que ça a un impact sur votre santé. On s'est rendu compte que ça a entraîné un déclin cognitif. Et on a fait des IRM à des gens qui avaient des troubles du sommeil. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des dépôts d'amyloïdes, des plaques, on appelle ça séniles, semblables à ceux qui avaient la maladie d'Alzheimer. Bon. Avoir un trouble du sommeil et ne pas dormir, ça entraîne aussi des maladies cardiovasculaires. On sait qu'on a plus de cancers, notamment au travers des gens qui travaillent de nuit, mais ça aussi, ça paraît très loin. Utiliser son téléphone avant de dormir, ça fait grossir. Alors ça, on ne le sait pas beaucoup. Il y a des études qui le prouvent, que ça fait grossir même un peu plus les femmes que les hommes. Deux mécanismes. Le premier, c'est les lumières bleues qui perturberaient les sensations de satiété au niveau du cerveau, donc un message chimique. Et deuxième, ça concerne tout le monde, c'est que quand on est sur son téléphone et qu'on est en train de manger, le cerveau est incapable de décoder les deux actes ensemble. Je mange et je regarde un profil Instagram. Je mange et je tweete. Et le cerveau considère que l'activité intellectuelle est prioritaire et vous avalez, sans vous en rendre compte, une quantité bien plus importante et vous prenez du poids. Alors encore une fois, vous allez me dire, le summer body, c'est pas pour tout de suite. On a le temps. On est au mois de décembre, il fait froid. On cache tout sous les doudounes, pas de problème. Mais il y a un troisième effet qu'on ne connaît pas. En Asie, il y a une épidémie de myopie. 9 Asiatiques qui font des études sur 10 sont myopes. Et parmi eux, 2 sur 10 ont une myopie telle qu'ils risquent de devenir aveugles. Et cette épidémie de myopie, elle est en train de se transposer petit à petit chez nous en France. Alors évidemment que la myopie n'est pas contagieuse, mais dites-vous que quand vous êtes derrière un écran au travail, parce qu'on a de plus en plus un travail sédentaire, derrière un ordinateur, vous rentrez, vous êtes dans les transports, vous êtes de nouveau sur votre ordinateur. Et puis une fois chez vous, vous êtes encore derrière des écrans. Ce qui fait que votre œil devient feignant. Vous accommodez que sur de très courtes distances, et il n'a plus l'habitude de regarder au loin, ce qui contribue au fait d'avoir la myopie. Alors, il y a deux façons de lutter contre ça. La première, ça concerne les enfants. Évidemment, pas de tablette pour les enfants, mais surtout, si vous en donnez une, mettez-les dehors. Le fait pour un enfant de gambader, de regarder au loin l'oiseau qui se trouve dans l'arbre, permet à son œil d'accommoder plus loin et de ne plus être feignant, c'est un message de prévention. Parallèlement à ça, on sait que les enfants, en 30 ans, ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Ils courent moins bien, ils sont moins endurants. Et puis pour les adultes, il y a une règle toute simple que vous pouvez vous appliquer. C'est un médecin indien qui a découvert ça, c'est pas de moi. C'est la règle des 3-20. Toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, vous regardez à 20 pieds. C'est à peu près 6 mètres. Et ça permettra à votre œil d'être un peu moins feignant, même si l'idéal, évidemment, c'est de limiter l'application, l'accès au réseau, mais ça, je pense qu'on n'est pas encore prêt. Autre fait, c'est que quand vous avez une vidéo, souvent on a des vidéos un peu où on s'indigne, encore une fois, choquantes, j'aimerais vous rappeler, et c'est pareil dans la vie, que vous voyez ce qui se passe à un instant T. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant ni après. Vous avez une version très tronquée, très partielle, soit d'une citation, soit d'une vidéo. Dans la vie, c'est exactement la même chose, et je l'ai pris conscience avec une visite que j'ai faite à domicile, puisque je suis médecin. Je vois un monsieur de 95 ans. Le pauvre est tombé par terre, il ne peut plus se relever, il faut l'hospitaliser. Il est accompagné de sa femme, qui a 90 ans, qui marche difficilement, et il y a leur fille qui est présente, elle a environ 60 ans, et donc je leur explique qu'il va falloir commander une ambulance pour faire hospitaliser ce monsieur. Et là, à ce moment-là, la fille dit à sa mère, qui a 90 ans, « Maman, mets-lui les chaussettes. » Bon, j'observe la scène un peu de loin, et donc je vois la maman s'exécuter, marcher, essayer de lui mettre les chaussettes, avec du mal. Elle a une coordination un peu hasardeuse, elle a du mal à se baisser, elle a du mal à lui enfiler, elle est en difficulté. Moi, j'ai envie de péter les plombs, de lui dire « Mais c'est quoi ça ? Mettez-lui les chaussettes, madame. » Et donc à ce moment-là, pour éviter de créer une situation conflictuelle, je dis à la maman, « Madame, voulez-vous de l'aide ?» Et là, sa fille me stoppe net et me dit « Non, laissez-la. » Bon, on ne va pas proposer un octogone, mais quand même, c'est un peu... Et donc, je ne comprends pas, je suis très brusqué, en plus on projette sur ses parents, ses grands-parents. Je me dis « Non, mais je ne comprends pas, madame. » Et là, elle m'explique quelque chose. Elle me dit « Ma maman a la maladie d'Alzheimer, et lorsqu'elle fait ça, ça stimule son activité cérébrale, et ça lui permet de garder un peu d'autonomie. » Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas juger les gens sur un instant T. Quand ils font quelque chose de bizarre, demandez-leur « Pourquoi tu fais ça ? Quel est le but ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et vous verrez que bien souvent, les situations vont se résoudre d'elles-mêmes. Enfin, il y a quelque chose qui... on va essayer de dégager un message positif, quand même.
Parce que vous allez me dire, bon, ça rend dépressif, ça rend aveugle, on devient gros. C'est un peu l'angoisse là. TEDx, Jimmy plombe l'ambiance. Eh bien, il y a quelque chose qui peut changer votre vie. Ça tient en 5 lettres, c'est le mot merci. Bon, vous allez dire, il est sympa lui, merci, je le dis quand je vais acheter ma baguette, je le dis quand quelqu'un me tient à la porte. Mais je vais raconter une histoire. C'est un enfant de 6 ans qui m'a fait comprendre comment être heureux. De nouveau, je vais en visite et je vois dans un appartement une famille, ils sont 5 dedans, 3 enfants, 2 adultes. Ils vivent dans à peu près 15-16 mètres carrés. L'appartement, je vous passe la décoration, elle est minimaliste. On voit que c'est des gens qui ont très peu de moyens. L'aîné a 6 ans, la petite que je dois soigner a 9 mois. Je fais la consultation, rien de gravissime, et j'explique à la maman ce qui se passe. Et là, à ce moment-là, il y a l'enfant de 6 ans qui s'appelle Adam, je n'oublierai jamais, me dit « Écoute, tiens, je te donne ce petit cadeau. » Cet enfant qui n'a rien chez lui, je le voyais, très peu de jouets, pas de livres, une vie difficile. Il a décidé de me donner un des rares jouets qu'il avait. Et donc, ce qu'il a fait, cet enfant, c'est au-delà de la générosité. C'est quelque chose qui a un pouvoir extraordinaire et que lui, il a compris à 6 ans, et que moi, j'ai mis plus de 30 ans avant de comprendre. Ce sentiment, il a un pouvoir magique sur votre cerveau. Il peut vraiment changer votre vie. Ça s'appelle la gratitude. La gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant. On trouve la gratitude énormément dans les religions. La religion catholique le dit, l'apôtre Paul disait qu'il fallait être reconnaissant. On trouve ça évidemment dans la religion juive, et chez les bouddhistes aussi, on trouve la même chose, qu'il faut être reconnaissant, la gratitude. Mais on trouve ça aussi chez les musulmans, avec la formule que tout le monde connaît, Elhamdulillah, grâce à Dieu. Le fait d'être reconnaissant a un impact sur votre cerveau. Mais évidemment, il y a des gens qui ne sont pas croyants, et à ce moment-là, on peut se demander comment être reconnaissant. Et donc, c'est des choses de la vie quotidienne, toutes simples. Vous arrivez à avoir votre métro à l'heure, votre bus, soyez reconnaissant. Vous avez passé un moment agréable avec votre enfant, un jeu de société, vous avez ri, soyez reconnaissant. Vous avez partagé un moment en famille, soyez reconnaissant. Et dites-le. Dites-le, verbalisez-le. Même si on le sait qu'on a de la chance. Parfois, on l'oublie, mais il faut le verbaliser. Et ça, c'est un pouvoir extraordinaire sur votre cerveau parce que les études le montrent, c'est scientifique. Que ça réduit votre niveau d'angoisse. Ça augmente vos performances. Vous dormez mieux. Vous diminuez vos risques d'insomnie et de dépression. Et enfin, les études montrent que vous pouvez gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Soyez reconnaissants les uns envers les autres. De la même façon que c'est un honneur d'être parmi vous, je suis vraiment reconnaissant d'être là, donc je vous exprime toute ma gratitude.